Salut à tous, c'est Vince. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre les bases de Photoshop. En effet, Photoshop est un logiciel qui peut faire peur au premier abord aux débutants en photo, qui ont peur, même à certains photographes plus avancés, plus expérimentés, qui ont encore peur de se lancer dans Photoshop, qui préfèrent rester dans Lightroom ou dans d'autres logiciels plus simples d'utilisation. C'est vrai que Photoshop, avec toutes les options qu'il y a à notre disposition, ça peut faire un petit peu peur. Et bien dans cette vidéo, je vais essayer de vous démystifier tout ça et de vous apprendre vraiment les bases du logiciel. Donc hop, on se retrouve tout de suite dans le logiciel et on va faire un tour de l'interface. À savoir que cette dernière va un petit peu varier suivant si vous êtes sur Mac ou sur PC, mais c'est sensiblement pareil. Ici je suis sur PC pour le tuto. Alors là vous retrouvez tout simplement les menus contextuels de base que vous retrouvez un petit peu dans tous les logiciels, que ce soit le fichier ici, édition. Dans ce menu vous allez pouvoir créer un nouveau document ici, vous allez pouvoir ouvrir un document, vous allez pouvoir parcourir une image dans Adobe Bridge, qui est un autre logiciel de la suite d'Adobe, qui vous permet de classer et de trier vos photos. Vous allez pouvoir ouvrir sous, ouvrir en tant qu'objet dynamique, ouvrir des fichiers récents, vous allez pouvoir fermer votre photo, tout fermer, donc toutes les images qui ont été ouvertes dans votre projet Photoshop, vous allez pouvoir fermer et passer à Bridge parce qu'il y a une connexion entre les logiciels, il y a une connexion entre Bridge et Photoshop, et il y a une connexion entre Lightroom et Photoshop. Et ça c'est très pratique de passer d'un logiciel à l'autre sans avoir des temps d'export, etc., sans chercher dans les fichiers à droite à gauche. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre la suite Adobe. Ensuite vous pouvez exporter votre photo suivant plusieurs formats, notamment pour internet, notamment également en PDF. Vous allez pouvoir partager directement sur Behance, qui est le réseau social d'Adobe pour les créateurs d'images. Vous allez pouvoir rechercher dans Adobe Stock pour trouver des photos d'illustration et de stock, comme son nom l'indique. Vous allez pouvoir assembler plusieurs photos qui vont être ouvertes dans Photoshop. Vous allez pouvoir créer des automatisations. Donc ça c'est pratique quand vous avez plein de photos à traiter en série. Vous allez pouvoir ici éditer des scripts également. Vous allez pouvoir faire apparaître les informations de l'image comme sa définition, les métadonnées, etc. Vous allez pouvoir envoyer à l'imprimante, vous allez pouvoir imprimer une copie, etc. Ensuite, il y a édition avec le classique copier, annuler, etc. Vous allez pouvoir régler différentes choses. Notamment ici, ce qui est intéressant, c'est tout l'espace des profils colorimétriques. Vous allez pouvoir convertir un profil colorimétrique dans un autre. Vous allez pouvoir gérer les concordances de profils entre différents boîtiers, entre différentes applications. Donc ça, c'est important également. Vous allez pouvoir définir les raccourcis clavier, personnaliser les menus, personnaliser la barre d'outils, et ici dans l'onglet préférences, c'est là où on va pouvoir gérer un petit peu tout le logiciel. Donc si on fait un rapide tour du propriétaire dans préférences, dans général, hop, ce qui va nous intéresser, là on va pouvoir modifier par exemple la couleur de l'interface de Photoshop pour retrouver un petit peu les anciennes couleurs comme CS5, les vrais savent. Moi en tout cas je préfère bien sombre. Vous allez pouvoir également régler des différents espaces de travail, régler différents outils, également l'historique, revenir en arrière plusieurs fois. Là vous allez également pouvoir régler les performances, et ça c'est important de le faire la première fois que vous installez Photoshop pour lui dire en fait quelle RAM il va pouvoir utiliser. Il ne faut pas mettre 100%, sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser d'autres applications en même temps que Photoshop si vous traitez de grosses images, parce que ça va demander beaucoup de ressources. Donc là vous allez pouvoir vraiment définir la quantité de RAM que vous allez allouer au logiciel, et également si vous utilisez un processeur graphique, si vous avez une carte graphique qui est un minimum récente. Aujourd'hui vous avez un processeur graphique dédié, donc je vous conseille de cliquer parce que ça va largement améliorer la vitesse d'exécution et votre vitesse de travail dans Photoshop. Voilà, et régler d'autres choses, mais on a vu les menus principaux. Ensuite, quand on vient ici dans le menu image, quand on clique, on voit ici mode. Alors ça n'a rien à voir avec la mode, pour le coup c'est la manière dont votre image va être interprétée par le logiciel. Donc ça, la plupart du temps il faut laisser cocher sur couleur RGB, et là sur 8 bits ou 16 bits suivant la provenance de votre fichier. Ensuite vous avez également différents réglages que l'on va retrouver ici et qu'on verra un peu plus tard, et ensuite vous avez des effets automatiques
pratique. Tout simplement, si vous savez pas trop quoi faire au début, vous pouvez les essayer, mais je ne les recommande pas. Je vous recommande plutôt d'utiliser les calques de réglage. Ensuite, vous pourrez avoir une information sur la taille de l'image, la définition, également la taille de la zone de travail et d'autres options. Ensuite, là, c'est tout ce qui a trait au calque, mais il existe des raccourcis clavier. De toute façon, tout ce qu'il y a dans ces menus, eh bien, c'est disponible sous forme de raccourcis clavier. C'est pour ça que c'est très important de les apprendre pour aller beaucoup plus vite, parce que vous allez perdre du temps à chaque fois d'aller dans calque, machin, truc, bidule, masque de fusion, tout ça. Mais vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur vos calques. Ici, toutes les informations sur vos textes quand vous allez écrire. Et là, il y a un autre petit menu qui est plus intéressant à utiliser que je vais vous montrer dans un instant, qui est ici. Hop, qui est le menu caractère qui va vous permettre de définir bien la taille de votre police, l'écart entre deux lettres, l'agrandissement, etc. Ensuite, vous avez le menu sélection qui va vous permettre d'affiner votre sélection. Par exemple, je viens sélectionner ici n'importe quoi. Hop, je fais sélection intervertir, et ben ça va me sélectionner tout sauf que j'ai sélectionné ici. Ensuite, il y a le menu filtre. Là, c'est très utile ce menu. Vous allez passer beaucoup de temps là-dedans puisque c'est là que vous allez faire appel au filtre en interne de Photoshop. Donc, on a notamment le fameux filtre ici Camera Raw, donc très pratique, qui va vous permettre en fait d'ouvrir Camera Raw à l'intérieur de Photoshop. Et ça, c'est notamment pratique si vous n'utilisez pas Lightroom. Ça vous permettra d'avoir des outils de correction de RAW, tous les outils de correction de Camera Raw à l'intérieur de Photoshop. Donc ça, c'est très pratique pour combiner les outils de Camera Raw et les outils de Photoshop. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, eh bien, vous avez les différents filtres comme le grand angle adaptatif qui vous permettent de modifier les perspectives de la déformation des grands angles. Là également la correction de l'objectif, du vignettage. Également la fluidité qui va appeler le panneau de fluidité qui va vous permettre de retoucher les visages, les formes, etc. Très important, les vêtements. Ensuite, vous avez ici un panneau 3D. On peut faire plein de choses en 3D, notamment à d'autres endroits dans Photoshop. Photoshop est carrément aussi un logiciel 3D, un moteur de rendu, à plein de choses intéressantes à découvrir. Photoshop peut également faire du montage vidéo. Vous voyez, on peut faire énormément de choses avec cette application. Des cartes de bruit, des déformations, des effets d'esthétique plus ou moins satisfaisants suivant ce que vous faites. Ça va plutôt servir par exemple pour ceux qui font du photomontage ou de la photomanipulation. Ensuite, il y a l'onglet flou qui va être très utile notamment dans la correction des peaux, différentes galeries d'effets là aussi. Ensuite, il y a l'onglet renforcement pour améliorer la netteté qui est très pratique, notamment l'accentuation et l'effet de réduction des tremblements qui va vous permettre de récupérer une photo où il y a un léger flou de bouger, par exemple dû à une vitesse d'obturation un petit peu basse, différents filtres vidéo. Ensuite, ça, c'est les différents plugins que vous pouvez installer. Tout est ici. Ensuite, dans le menu affichage, vous allez pouvoir zoomer, dézoomer, etc. Mais il y a des raccourcis clavier bien plus utiles, comme par exemple Alt Molette, qui va vous permettre de zoomer et de dézoomer de manière plus rapide qu'elle dans les menus. Ensuite, eh bien, vous allez pouvoir également faire apparaître une règle ou en appuyant sur CTRL R. Et de cette règle, en laissant cliquer ici, vous allez pouvoir faire apparaître des repères, par exemple, si vous travaillez dans une image où il faut vraiment une géométrie très précise, où il faut aligner des éléments en design graphique, par exemple. Donc tout ça, vous allez pouvoir le faire avec l'outil repère et faire CTRL R ou commande R pour faire apparaître ou disparaître la règle. À noter que quand on fait un CTRL Z, à part si vous avez les dernières versions de Photoshop, quand vous faites CTRL Z, hop, et que vous en refaites un après à la suite, eh bien ça n'annule pas l'action précédente, ça fait un avant-après. Moi je trouve ça très pratique, mais pour revenir vraiment en arrière, il faut faire CTRL Alt Z. Hop. Ensuite, dans l'onglet fenêtre, vous allez pouvoir faire apparaître eh bien, les différents panneaux qu'on voit ici sur notre droite et sur notre gauche. Donc si l'interface de Photoshop que vous avez ne ressemble pas à la mienne, c'est peut-être qu'il vous manque par exemple le panneau de réglage qui se trouve ici dans fenêtre réglage pour le faire apparaître. À savoir également, c'est que chaque panneau, si on clique ici sur les petites lignes, on peut l'enlever et le placer où l'on souhaite. Hop. Et donc on peut tout personnaliser comme ça, pareil ici. Ensuite, quand on vient au panneau de gauche, justement, là en fait ça va être tous les outils que vous allez pouvoir utiliser au quotidien dans Photoshop. À savoir que chaque outil, il y a un petit triangle ici, juste là, et bien en laissant cliquer, vous allez faire apparaître les variantes de cet outil. Donc il n'y a pas juste ce nombre d'outils, et à chaque fois ces outils avec des variantes. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc là c'est l'outil de déplacement classique, ça c'est l'outil de rectangle de sélection. Voilà, vous allez pouvoir faire des sélections classiques, CTRL D ou commande D pour annuler la sélection. Outil ellipse, voilà, vous allez pouvoir faire des sélections géométriques ou alors en rangée ou en colonne. Là ça va être des outils de sélection
qui vont être plus libres. Donc là, vous allez pouvoir venir comme ça, hop, à la main, et bien sélectionner quelque chose. Là, ensuite, vous avez un outil de lasso polygonal qui va vous permettre de faire des sélections à main levée, mais en étant plus droit et donc en étant un peu plus précis que l'outil lasso vu précédemment. Ensuite, vous avez l'outil de lasso magnétique qui lui va être comme l'outil de lasso, donc totalement libre au niveau de la sélection, mais qui va se greffer aux pixels. Il va essayer d'analyser les pixels et ça va vous permettre de créer des sélections plus rapidement. Et savoir que pour gagner du temps, au lieu de venir là sans arrêt, de laisser cliquer et de venir sélectionner une autre variante de l'outil, vous pouvez faire Maj plus le raccourci de l'outil. En l'occurrence, l'outil lasso, c'est écrit juste en face, le raccourci c'est L. Donc vous pouvez faire Maj L pour naviguer dans les sous-outils. Ensuite, ici on a l'outil de sélection rapide, vraiment qui va vous permettre là d'aller encore plus rapidement et de sélectionner de manière automatique des formes. Attention, il faut qu'il y ait du contraste. Là c'est très clair, on voit ici son haut, donc par rapport au fond, ça va avoir du mal à sélectionner. Donc là avec une variante de baguette magique qui va en un clic vraiment sélectionner toute une partie en fonction de la couleur, en fonction des contrastes, en fonction de la tonalité. Ensuite, vous avez l'outil ici de recadrage, au niveau des perspectives également, donc l'outil de recadrage classique qui va vous permettre de redéfinir le ratio, la composition de votre image. À savoir que dans cet outil, vous pouvez également choisir des préconfigurations comme 16/9, un peu plus filmique, etc. Et vous appuyez sur Entrée. Ok. Ensuite, l'outil pipette qui va vous permettre de venir sélectionner une couleur dans votre nuancier ici, l'outil de correcteur des défauts, soit en version localisée, soit en version clonage, soit en version pièce, également un outil de correcteur des yeux rouges, ça vous permet de venir corriger des petits défauts dans la photo. Ensuite, vous avez l'outil de pinceau, déclinable en crayon et en remplacement de couleurs ou même en pinceau mélangeur pour fusionner plusieurs couleurs, parce que Photoshop, c'est pas que pour les photographes, c'est également pour les designers, etc. Il y a l'outil tampon de duplication qui va vous permettre de venir cloner toute une zone à un autre endroit, de venir comme ça en repeignant, cloner les pixels. Ensuite, vous avez l'outil de forme d'historique qui va vous permettre de venir à un endroit et de revenir en arrière. Vous avez l'outil gomme. Vous avez également ici un outil de dégradé. Vous avez ici un outil goutte d'eau, également netteté. Donc pour améliorer la netteté de manière localement, plus vous peignez, plus vous voyez les pixels deviennent totalement colorés. What the fuck, Andy Warhol. Ensuite, vous avez l'outil de densité moins qui va vous permettre en fait d'améliorer l'exposition, et on peut faire du dodge and burn avec cette technique, mais ça augmente aussi la saturation. Je ne vous recommande pas, il vaut mieux passer par un calque gris. Donc vous voyez, et là l'inverse, l'outil de densité plus, ça va permettre d'assombrir une partie de l'image. Vous pouvez modifier ce pourcentage d'assombrissement ou d'éclaircissement ici. Ensuite, vous avez l'outil de plume qui est plutôt utilisé par les designers, mais qui va vous permettre également de sélectionner, en fait, hop, de créer des sélections comme ça de manière très géométrique. Hop, vous cliquez sur sélection, vous mettez par exemple 0,1 et voilà, on a une sélection très précise. Ensuite, vous avez l'outil texte qui va venir, hop, vous cliquez et hop, vous pouvez écrire ce que vous souhaitez en modifiant la couleur, hop, ici par exemple, pour faire du design. Ensuite, vous avez l'outil de sélection du tracé, l'outil là de forme, donc ça va être intéressant. C'est un peu comme l'outil de sélection, ça va vous créer une forme géométrique, mais vous allez pouvoir créer une forme à partir de ça, le remplir et venir modifier les différents paramètres de cette forme. Donc ça, c'est également intéressant. Là, on a l'outil main tout simplement pour bouger dans l'image quand on est zoomé. Et là, après, nous avons le nuancier. Donc je vous recommande vivement d'apprendre les raccourcis clavier qui sont associés à chaque outil pour aller plus vite dans votre workflow. C'est extrêmement important. Donc là, ensuite, on a cette petite barre, c'est là où vous allez retrouver vos actions, vos scripts qui ont été enregistrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire une séquence d'actions, de retouches, et après vous allez pouvoir copier-coller cette séquence d'actions sur n'importe quelle photo. Imaginons que voilà, je duplique 2 fois mon cas, que je fasse un groupe, je fasse un trait là, un trait là, un trait là, pourquoi pas, et que tout ça soit enregistré. Je vais pouvoir le refaire après sur n'importe quelle photo. Donc imaginez les possibilités. Ensuite là, c'est le panneau forme qui va vous permettre, si vous utilisez une tablette graphique, de modifier la forme de la pointe, suivant si on appuie plus ou moins fort la pression de la plume, si le trait va s'épaissir ou diminuer. Donc ça, c'est bien pour le dessin, c'est également bien pour la retouche, bien que ça soit pas nécessaire. Personnellement, je n'utilise pas de tablette graphique. J'ai essayé pendant 1 an de m'y tenir, mais j'y suis pas arrivé, et finalement je retouche beaucoup mieux à la souris. Après, c'est parce que ça fait des années que je retouche à la souris, donc j'ai vraiment beaucoup plus l'habitude. Après, c'est une histoire de préférence et de goût. Pareil, là, un autre outil de forme prédéfinie. Là, l'outil de caractère et de paragraphe
qu'on a vu tout à l'heure au niveau du texte, et là un panneau, un plugin que j'ai installé en plus. Ensuite, dans cette partie-là, en fait, vous allez retrouver donc le système de calque de Photoshop. Comment ça fonctionne? Un petit rappel, eh bien, vous allez travailler de manière non destructive. D'ailleurs, le calque de base, quand vous ouvrez votre photo, il y a un petit canal dessus. Ce qui veut dire que si je veux essayer de venir peindre, par exemple avec mon pinceau, ça ne va pas fonctionner. Il va falloir que je double-clique dessus et que je fasse OK pour déverrouiller le calque de base. Pourquoi il y a cette sécurité? Pour que vous puissiez créer, appliquer des effets, mais sans abîmer votre photo d'origine, pour que vous puissiez revenir toujours à votre photo de départ, ça c'est important. Ensuite, Photoshop fonctionne ainsi. On va mettre comme des calques sur l'image avec différents effets. On va les empiler sous forme de couches qui vont créer en fait un effet sur la photo sur laquelle ces calques sont empilés. Donc hop, je peux mettre plein de calques qui vont venir les uns sur les autres et que je vais pouvoir après désactiver chaque effet de manière indépendante pour contrôler totalement mon image. Donc ça, il faut vraiment se familiariser avec ce système de calque, c'est la base de Photoshop. Après, j'ai mis mes menus comme ça, j'ai mis le réglage en haut, la propriété du réglage en question ici pour bien le voir, et ensuite le calque. Alors comment ça marche? Si j'applique un calque, par exemple ici le premier de luminosité contraste, il va apparaître ici et là je vais avoir les réglages en grand qui va me permettre de modifier à loisir les paramètres. Donc le premier, c'est calque de luminosité contraste, comme son nom l'indique, va permettre d'augmenter, de diminuer le contraste et d'augmenter ou de diminuer la luminosité. Hop. Ensuite, j'ai l'outil de niveau qui va me permettre de venir modifier les tons sombres, les tons clairs ou les tons moyens de mon image dans plusieurs composantes, par exemple le rouge. Hop, on va pouvoir comme ça créer des effets intéressants, annuler le bleu dans les ombres, augmenter les bleus dans les tons moyens, etc. Tout ça, ça se fait avec le niveau. Ensuite, l'outil courbe, qui est vraiment un outil très pratique, qui va me permettre d'augmenter le contraste avec une courbe en S par exemple. Pareil ici dans les couches de couleurs. La courbe est un outil très pratique. J'ai fait une vidéo complète dédiée dessus parce que c'est également un outil complexe. Ensuite, il y a l'outil d'exposition pour augmenter ou diminuer l'exposition de manière différente que l'outil de luminosité contraste. Chaque calque est complémentaire. Ensuite, l'outil de vibrance qui va augmenter le peps des couleurs. Hop, et l'outil saturation également. Ces deux outils fonctionnent de manière similaire, mais la vibrance va plus analyser notre image et va moins saturer les peaux des personnages. Contrairement à la saturation qui va donner comme ça cet effet peau orange. Évitez. Hop, ensuite l'outil teinte saturation qui va venir modifier, décaler totalement les teintes dans la roue chromatique. Là aussi on va pouvoir diminuer ou augmenter la saturation, également la luminosité. À quoi ça sert? On va pas juste faire cet effet parce que ça c'est tout simplement ça ressemble à rien. C'est psychédélique. On va pouvoir venir modifier les teintes, par exemple que dans le rouge. Hop, on va pouvoir faire par exemple que dans les bleus pour modifier de manière localisée la teinte d'une couleur. Donc ça c'est assez pratique. Hop, ensuite on a la balance des couleurs qui va vous permettre de modifier les composantes des tons moyens, des tons foncés et des tons clairs avec des opposés chromatiques. Donc par exemple le cyan, le rouge, le magenta, le vert, le jaune, le bleu. Dans les tons foncés, je vais pouvoir modifier la teinte de ces tons foncés dans les différentes composantes colorées. Donc ça j'utilise un petit peu moins puisque l'outil pour moi qui l'a remplacé c'est la correction sélective qu'on va voir dans un instant. Mais voilà, pourquoi pas. Ensuite il y a l'outil noir et blanc qui va vous permettre donc en un clic de créer du noir et blanc. C'est pas juste une histoire de venir et de désaturer. Là on va aller plus loin parce que si vous travaillez sur une photo qui est de base en couleur, et c'est ce que je vous recommande pour la conversion en noir et blanc, vous allez pouvoir modifier le noir et le blanc de chaque couleur. Par exemple ici le rouge pour donner un effet différent à votre photo. Totalement obscurcir un ciel, ça peut être joli, pourquoi pas, esthétique, etc. À vous de faire des combinaisons et de tester. Ensuite on a les filtres photos, ça vous permet de changer un petit peu la balance des blancs de votre image de manière assez précise puisque ça correspond à des vrais filtres. Et là on va pouvoir même simuler l'effet de mettre un filtre totalement coloré devant votre objectif, par exemple un filtre rouge, etc. À savoir que cet effet de filtre photo est plutôt utilisé en combinaison avec d'autres et pas juste de manière indépendante. Ensuite, on a le mélangeur de couches ici qui va nous permettre en fait de venir fusionner les couches de manière indépendante. On va voir les couches ici qui se retrouvent dans ce menu, à savoir qu'une image RVB comme ici est composée de 3 images en réalité, une rouge, une verte, une bleue qui vont être fusionnées pour donner les couleurs que l'on voit ici. Ensuite, on a l'outil de correspondance des couleurs qui va vous permettre de charger et d'appliquer un LUT, donc on utilise notamment dans la correction, dans l'étalonnage de vidéos. Vous allez pouvoir appliquer un LUT à une photo. Donc ça c'est intéressant parce qu'un LUT en fait c'est une table de correspondance qui va faire correspondre chaque valeur, chaque couleur de luminosité, de contraste et de lumière
de votre photo à une autre. Donc ça va être transposé dans d'autres valeurs et ça va vous permettre comme ça de simuler des effets de manière très précise. C'est pas un preset, de simuler de manière très précise, par exemple des pellicules argentiques. Parce qu'il y a des gens qui se sont spécialisés dans ça, qui ont scanné des pellicules argentiques et qui ont transcodé chacune de ces valeurs pour les appliquer aux images numériques. Le preset, ça n'a rien à voir, un preset que vous pouvez retrouver sur internet, c'est juste une combinaison de réglages dans une application donnée. C'est pas une transposition très précise de chaque valeur. Après, c'est pas forcément esthétique et joli le LUT, mais ça peut être une base pour commencer à travailler. Ensuite, vous avez l'outil négatif, isophilie, différents effets que là, on va utiliser un petit peu moins, mais l'outil de correction sélective qui va être très intéressant, qui va nous permettre en fait de modifier la composante de chaque couleur suivant les complémentaires. Donc là, c'est un peu un outil comme balance des couleurs, sauf qu'on n'agit pas juste sur les tons moyens, les tons clairs ou les tons foncés. Là, on agit sur toutes ces couleurs. Donc ça, je trouve vraiment intéressant. Également sur le noir et blanc, donc pas juste les complémentaires, également la luminosité et le contraste. Donc vous voyez ce que ça fait. Voilà, ça va vous permettre de modifier les composantes rouges. Je trouve ça très intéressant pour travailler. Par exemple, si je veux amplifier un petit peu le jaune de mon image sur cette photo. Également le contraste, puisque je vais pouvoir venir dans les noirs, augmenter le contraste des cheveux. Il ne faut pas aller trop loin dans ce genre de calque parce que ça donne tout de suite un effet très kitsch. Ça détruit beaucoup de pixels et de détails, mais il faut être subtil. Mais par exemple, dans le noir, ce que j'aime bien faire, c'est améliorer un petit peu, rajouter un petit peu de bleu. On voit que ça marche très bien, notamment s'il y a du jaune dans la photo, puisque le bleu est la complémentaire du jaune. Donc ça fonctionne toujours très bien. Vous allez pouvoir aussi changer la teinte des blancs, des hautes lumières directement ici. Donc là, c'est pratique si on veut faire que les hautes lumières soient un petit peu bleutées. Là, je vous montre à fond exprès, mais il faut être subtil. Voilà, hop, pareil dans le magenta, un peu plus vert, un peu plus magenta, hop, un peu plus rouge, un peu plus cyan. Donc vous voyez, c'est très intéressant, il faut y aller par petites touches et de manière subtile. Et ensuite, ici, on a la courbe de transfert des dégradés. Et la courbe de transfert des dégradés va nous permettre, comme son nom l'indique, de créer une courbe de transfert. Donc avec un dégradé d'une couleur à une autre, on va pouvoir, en appuyant sur Alt, en rajouter une autre par exemple. Hop, donc là on va pouvoir faire plein de choses. Alors le but c'est pas de laisser ça comme ça, à part si vous voulez faire un peu du pop art. Mais par exemple, je prends celui-ci, j'appuie sur OK et je le mets en lumière tamisée. Ça va me créer un filtre photo, un petit peu type Instagram ici, et je vais baisser son opacité juste pour appliquer sur les tons foncés du violet et sur les tons clairs du orange. Donc pourquoi pas. À vous de tester, à vous de faire des combinaisons. Donc voilà pour le tour de cette interface de Photoshop. Il y a encore plein de choses à expliquer, plein de choses à observer, plein d'outils à essayer, mais cette vidéo est déjà assez longue et déjà si vous assimilez tout ça, ça sera super. Donc dites-moi dans les commentaires où vous en êtes avec Photoshop. Cette vidéo arrive à sa fin. Pour ceux qui veulent aller plus loin, dans la description, je vous mettrai un lien vers un endroit de mon site où sont regroupées toutes les formations en ligne que j'ai réalisées pour les photographes. Il y a notamment des formations pour la retouche, pour Photoshop, pour Lightroom. On va voir tous les outils en détail, on va aller beaucoup plus loin, où je vous montre aussi le workflow, comment je fais pour retoucher mes propres photos, mes meilleures images, étape par étape, clic par clic. Je vous filme l'intégralité de mon écran, vous retrouverez tout ça dans la description. Une petite surprise maintenant pour ceux qui sont restés jusque-là, c'est tout simplement le fait que je vous offre une formation offerte, une formation vidéo en ligne qui est disponible dans la description de plus d'1 heure, où nous allons voir ensemble, entre autres, les 10 secrets pour améliorer ces photos. C'est vraiment les 10 secrets que j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé en tant que photographe. Et également les causes qui font que certains photographes n'arrivent pas à faire de belles images. On va voir tout ça. Et également les 6 étapes pour devenir photographe professionnel et gagner sa vie avec ce métier. Nous verrons entre autres quel statut il faut avoir, comment démarcher des clients, comment améliorer sa visibilité, peu importe votre domaine, tout ça c'est dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!